Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Bon, la carte électorale des élections européennes du 9 juin, nous l'avons tous vue avec une France en marron ou alors en bleu, selon les couleurs choisies. Signe en tout cas d'une vague rassemblement national dans pratiquement toute la France, celle des campagnes surtout, à l'exception donc de quelques bastions et de couleur rouge au niveau des villes, préférant généralement la gauche ou parfois encore le camp présidentiel. La France serait-elle divisée entre villes et campagnes, les campagnes souffrant particulièrement, notamment d'une désaffection des services publics? Alors, mes invités de ce matin pensent au contraire que cette dichotomie entre le rural et l'urbain est réductrice. Bonjour Camille Bordenay. Bonjour. Vous êtes journaliste au Monde en charge des ruralités, donc ruralité au pluriel. Vous avez beaucoup travaillé sur le recul des services publics en campagne et de l'impact de cette désaffection. Qu'est-ce que selon vous ce scrutin des européennes révèle ? Oui, il est certain que les diverses restructurations qui touchent l'ensemble des services publics depuis plus de 20 ans, c'est un des ressorts, c'est pas le seul, mais c'est un des ressorts qui peut alimenter un sentiment de déclassement, un sentiment qu'on appelle souvent d'abandon de la part des concitoyens. Ça ne concerne pas uniquement les campagnes, aussi très prégnant dans les quartiers populaires. Voilà, on parle de fermeture de bureaux de poste, de centres des impôts, de services de maternité, d'urgence, de tribunaux. Et en fait, c'est cette juxtaposition en 20 ans de plein de plans de restructuration, donc réforme de la carte judiciaire, réforme de la restructuration de la carte des maternités, réorganisation des petites trésoreries. Tout ça en cumulé donne vraiment à des territoires un sentiment d'abandon. C'est très douloureusement vécu par les habitants et par les élus. C'est quelque chose que je constate à chacun de mes reportages, dont parlent assez spontanément les gens. Et c'est quelque chose qui est bien documenté aussi par divers chercheurs, géographes, politologues, sociologues. Voilà. Alors donnez-nous des exemples justement de cette situation dans certaines zones rurales. De quoi se plaint-on? Comment cette perte des services publics, et quels services publics d'ailleurs, comment cette perte-là est-elle vécue? Oui, ce qui revient assez spontanément, c'est on a vu fermer c'est les fermetures les plus récentes évidemment dans la mémoire des personnes. Donc il y a eu assez récemment une réorganisation de la carte des petites trésoreries. Donc les centres des impôts, ça revient assez spontanément. Le bureau de poste aussi, on voit que souvent il y a des relais postales qui sont en fait installés d'ailleurs dans quelque chose aussi que j'ai raconté dans des bars tabac qui maintenant ont comme mission de faire ce qu'on appelle le paiement de proximité. Donc qui en fait dans les bars tabac, les services postaux, voilà, mais aussi l'encaissement d'impôts de proximité, de factures de cantine, de crèche, etc. Plus en parallèle, donc depuis 2019, post-Gilets jaunes, le gouvernement a pris conscience via la crise des Gilets jaunes qu'il y avait vraiment un important sentiment de déclassement, le sentiment d'un désengagement de la puissance publique, l'impression que l'État s'en va, s'éloigne, nous abandonne, et qui a mis en place ce qu'on appelle des guichets France Service. Donc c'est des structures des guichets qui en un lieu unique proposent un bouquet de 11 services publics. Le problème c'est qu'il y a plein de soucis, c'est pas encore très lisible pour les habitants. Et surtout, assurer 11 organismes de services publics, en général il y a 2 agents, c'est beaucoup. Les agents que je rencontre ont le sentiment d'être débordés par les demandes et aussi par quelque chose de très important qui a produit aussi la fermeture de beaucoup de services publics, c'est la fracture numérique. Parce que beaucoup de services publics ont été dématérialisés, donc ça veut dire qu'on encourage les citoyens à faire leurs démarches en ligne. Sauf qu'en fait, on a mis un petit peu peut-être la charrue avant les bœufs. Il y a énormément de personnes en France qui sont pas à l'aise avec le numérique, avec les démarches en ligne. Et ça les renvoie à un sentiment d'incapacité qui peut nourrir une aigreur quand on se sent incapable
incapable pendant toute une journée à essayer de faire ces démarches, on est en colère en fait. Et plus le fait qu'il y a aussi une portée symbolique de tous ces services publics physiquement, le fait qu'ils existent, ces services publics, qui soient visibles à travers leurs bâtiments. C'est des services publics à la française dans l'imaginaire collectif, le bureau de poste, la petite ligne de train, le centre des impôts matérialise en fait pour les gens qui les voient l'aménagement et la desserte du territoire jusque dans chaque canton, comme l'avait voulu historiquement la République à la fin du 19e siècle, avec des bâtiments qui donnaient une majesté à ce qui appartient à tout le monde et donc une fierté. Donc passer devant ces bâtiments qui sont toujours présents physiquement mais sans le service, ça peut aussi avoir un effet symbolique fort. Voilà, surtout Mais quand alors, on a un enchaînement. Oui. pardonnez-moi, comme vous êtes en duplex, je suis obligé de vous interrompre, Camille Bordonnais. Sur les services postaux, par exemple, parce que bon, bien souvent, on considère qu'aller dans une poste, c'est laborieux, on y passe du temps, alors que dans les bureaux de tabac, les services postaux sont rendus bien souvent de manière beaucoup plus fluide. On a de moins en moins l'occasion de poster du courrier ou d'en recevoir. C'est d'ailleurs l'un des soucis de la Poste. La Poste coûte plusieurs centaines de millions parce que il y a donc évidemment des services postaux qui doivent être financés comme le service universel, mais pour le reste, il y a un vrai problème de désaffection. Est-ce que l'on est certain de ce lien entre la fermeture de certains bureaux de poste et le vote Rassemblement national? Non, non, là, ce que je vous dis, on n'a pas de données, c'est des interprétations qu'on est nombreux à faire, que ce soit journalistes, chercheurs, euh, mais c'est l'un des ressorts, encore une fois, hein, moi, je n'avancerai pas que c'est évidemment que c'est ni le seul, ni le principal, c'est quelque chose en tout cas qui est perceptible. Je ne me prononce pas non plus sur l'intérêt de ces réformes qui ont toutes leurs raisons, à commencer par des raisons économiques. Il n'empêche que je pense il y a une sous-estimation de la perception par les habitants de ces fermetures de guichets. Parce qu'en fait, certes, on peut se dire en ville que ça va pas assez vite, tout ça. Dans les campagnes, il y a dans les villages, en tout cas, voilà, ce dont je témoigne, c'est quelque chose de très empirique, de ce que je vois depuis des années en reportage, c'est que derrière la poste, c'est pas seulement la poste, c'est un agent, c'est pareil pour les trésoreries, qu'on connaît depuis toujours. C'est quelqu'un, en fait, on ne vient pas seulement chercher la démarche, le service public, on vient chercher aussi une écoute, une empathie, un moment qu'on passe. Et d'ailleurs, les gens continuent de le faire avec les secrétaires de mairie ou avec les conseillères France Service. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Et toutes ces petites mains du quotidien qui assurent ce qu'on appelle les services de proximité en témoignent. En fait, elles délivrent pas seulement un service, elles apportent une écoute, le sentiment qu'on existe. Et c'est ça aussi, en fait, qui, je pense, n'est pas perçu. Parce que ce que je raconte aussi dans mon dernier article, c'est que on peut pas, évidemment, parler d'abandon de l'État. C'est pas vrai, puisqu'il y a des mécanismes de péréquation et de transferts sociaux en provenance des métropoles qui alimentent et redistribuent les richesses aussi vers les territoires les moins dynamiques, comme les campagnes, comme les quartiers populaires. Donc, il est faux de parler d'un abandon de l'État, ce que d'ailleurs essaie d'instrumentaliser le Rassemblement national en en faisant une supposée concurrence entre une France des banlieues qui serait nécessairement immigrée et trop aidée et une France des villages qui serait nécessairement abandonnée par l'État, ce qui est absolument faux. Les campagnes et les banlieues ont en réalité bien plus en commun que voudrait le faire croire le RN. Il y a des mécanismes donc de redistribution, de péréquation, mais le problème, comme le disent les spécialistes que j'interroge là-dessus, c'est que cette redistribution de transferts sociaux, elle est pas visible, elle est pas matérialisée, donc elle est pas perçue au Donc elle quotidien est par les gens. compliquée à voir Alors effectivement qu'un par les gens. guichet de poste qui ferme, ça, c'est visible immédiatement. Mais alors Euh, là-dessus, là aussi, Camille Bordonnais, comment le Rassemblement national fait-il pour se poser en champion des services publics? Parce que donc ça, c'est l'autre aspect de la question. Donc, si on part effectivement du constat qu'il y a donc un sentiment de perte des services publics, notamment dans les zones rurales,
pourquoi le Rassemblement national serait aujourd'hui perçu comme étant un moyen de reconquérir ces services publics. Que disent-ils, ces candidats RN, à cet égard? C'est bien tout le paradoxe. Ils ne disent pas grand-chose. Ils n'ont, comme pour le reste d'ailleurs, des thématiques, pas réellement de propositions, pas de programme, et encore moins quand ils en font de propositions chiffrées, étayées, etc. Seulement, ils ont compris, mais comme pour plein d'autres enjeux, la stratégie de la présence, en fait, simplement physique. Donc, ce que j'ai pu voir moi-même en reportage, ou ce que m'ont rapporté les sociologues aussi, c'est que, par exemple, ils investissent quand il y a des mobilisations autour de la fermeture d'un service hospitalier. Ou d'une classe, par exemple. Enfin, il y a souvent des mobilisations citoyennes. Ils investissent ces mobilisations en se montrant seulement présents. Ils viennent grossir les cortèges, voilà. De la même manière qu'ils ont compris l'enjeu de la présence aussi dans les lieux de sociabilité populaire. On l'a raconté, ils sont assez présents, voilà, sur les lieux de brassage social, les lotos, les kermesses, les foires agricoles, tous ces moments en fait assez festifs et conviviaux, voilà. Donc ils font Il y a une pareil présence aussi. accrue des candidats du Alors, Rassemblement national. ce que C'est ce que diront vous dites. des élus locaux de gauche, c'est qu'en fait c'est factice, puisque des élus de gauche sont aussi très présents, sauf que le RN, en plus d'être présent, le met en scène à chaque fois par même une petite présence, va donner lieu à un post Facebook pour dire qu'on est là. Donc ça donne une caisse de résonance et une impression qui est sûrement erronée, qu'il sature l'espace, le terrain, qu'il laboure vraiment le terrain, les campagnes. Ce qui est pas forcément vrai. Simplement, voilà, des élus de gauche qui sont présents vont peut-être moins le mettre en scène, et alors qu'ils sont là aussi, bien sûr, bien évidemment. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Camille Bordenay, vous êtes journaliste au Monde. Vous serez rejointe par le sociologue Benoît Coquard, chargé de recherche à l'INRAE, qui a notamment publié Ce qui reste, faire sa vie dans les campagnes en déclin. C'est aux éditions de La Découverte. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. 8h21 pour tenter de comprendre les ressorts du vote Rassemblement national et notamment le vote dans les zones rurales. Nous sommes en compagnie de la journaliste au Monde Camille Bordenay et nous accueillons Benoît Coquard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue chargé de recherche à l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture. Et vous avez notamment publié Ce qui reste, faire sa vie dans les campagnes en déclin. C'est aux éditions de La Découverte. Votre point de vue, Benoît Coquard, sur ce succès du Rassemblement national dans les zones rurales, notamment dans des zones rurales où, a priori, il était peu implanté. Je songe par exemple à la Bretagne. Alors, dans des zones où il était peu implanté, dans des CSP aussi où il progresse, où il était plus faible avant. Néanmoins, ce qu'on remarque, en fait, c'est qu'il progresse d'autant plus dans les catégories sociales dans lesquelles il était déjà très implanté. Et moi, c'est cet effet-là d'homogénéisation en fait des avis politiques à tel endroit qui m'intéresse, parce que ça fait des décennies qu'on l'observe. On sait notamment que les milieux ruraux, alors faut parler des milieux ruraux, mais je précise quand même que là où on a le plus voté RN, c'est dans les petites villes de 2 à 20 000 habitants, dans les bourgs et les petites villes. Ça en dit quelque chose, parce que c'est là aussi qu'on retrouve les plus fortes proportions d'ouvriers, d'employés, de gens de classe populaire plutôt que dans les villages. Et ce qui se passe là-bas, c'est qu'en fait, il y a l'idée, il y a le sentiment, moi j'ai écrit là-dessus depuis pas mal de temps, qu'autour de moi, autour de nous, tout le monde pense à peu près la même chose. Alors ça a été, tout le monde pense à peu près la même chose à l'époque où notamment la droite classique de gouvernement dominait dans ces espaces-là, où y compris les gens qui avaient des petits salaires votaient, comme on disait dans mon entourage et dans les villages sur lesquels j'ai enquêté, on me disait on vote du côté des patrons parce qu'on les fréquente sur le chantier, parce qu'il y a un maillage de petites entreprises, de petites PME, c'est aussi le paternalisme industriel qui dominait, donc il y avait cette idée-là. Et typiquement, c'est dans ces territoires-là que le FN, à l'époque, dès 95, s'est implanté. Il est devenu, dans beaucoup d'endroits, la première force d'opposition au parti de gouvernement. Dès 95, il arrive en seconde place, la gauche est reléguée derrière. Et donc, s'est instauré une idée que, finalement, le RN, FN devenu RN, c'est le vote, en fait, le plus commun. C'est le vote qu'on exprime le plus sur la place publique. Et moi, quand j'entendais, depuis encore pas mal de temps, la question
question du tabou du vote RN, c'est vrai que par rapport à ce que en tant que chercheur de terrain, on voyait, ça résonnait pas vraiment avec la réalité. Mais alors, c'est quoi? C'est du mimétisme? C'est du mimétisme avec quelle cause? Parce que le vote, ça ne se transmet pas comme une maladie contagieuse. Si on décide de voter, il y a bien des causes, des raisons. Donc là, quelles sont-elles, selon vous, dans ces villes, donc ces petites villes, ces villes moyennes? C'est vrai que pour un sociologue, en tout cas pour un sociologue qui a dépassé Gabriel Tarde, etc., le mimétisme n'est jamais une explication satisfaisante. En fait, c'est quand on comprend pas les causes profondes d'un phénomène. Là, si on regarde un petit peu historiquement, le vote pour l'extrême droite, il s'est développé à mesure que les grands collectifs qui réunissaient les gens et qui leur assuraient de vivre et travailler au pays, ce qui était un mot d'ordre, notamment en milieu rural, toutes ces structures-là sont tombées en décrépitude. Alors là, je parle de l'industrie, mais aussi finalement de ce qu'a fait qu'il y avait un marché du travail atone, où s'est instauré le sentiment que, notamment pour avoir une bonne place sur le marché du travail, mais aussi pour accéder au logement, et peut-être qu'on pourra en reparler, mais pour accéder à certaines aides sociales, bénéficier des services publics, il y avait une concurrence directe entre les semblables. Et on dit plus, nous, les gens du coin, nous, les ouvriers, je ne sais pas d'ailleurs si dans ces espaces-là on l'a concrètement dit, mais moi, ce que j'entends sur le terrain, c'est nous d'abord, la famille, les vrais potes sur qui compter, les gens autour de moi avec qui j'ai une solidarité à tout petit rayon, un peu replié. Et ça, c'est capté directement par le Rassemblement national, même à l'échelle européenne, dans les grandes enquêtes d'opinion. On se rend compte que moins on fait confiance à un nombre important de personnes, plus on est resserré en fait sur une petite solidarité, plus on vote à l'extrême droite dans tous les pays de l'Europe occidentale. Et donc on retrouve, c'est pour ça que la progression aussi de l'extrême droite, elle est très caractéristique de tout un tas de milieux éloignés des grandes villes qui ont été désindustrialisés, pas qu'en France. Donc alors ça veut dire, évidemment les mots doivent être choisis avec précaution, mais ça veut dire qu'il y a une forme de rejet de l'autre, l'autre étant d'ailleurs compliqué à définir. Est-ce que c'est l'étranger? Est-ce que c'est le musulman? Est-ce que c'est tout simplement celui qui appartient à une autre classe sociale, qui relève des élites? J'aimerais vos mots. Ouais. En fait, il y a tout le temps des formes de recyclage qui s'opèrent. C'est-à-dire que sur place, quand on habite dans un bourg de 2000 habitants, l'autre est rarement étranger ou vient rarement de l'immigration. Les concurrences que j'observe, elles se font vraiment plutôt entre des gens qui se ressemblent, qui ont souvent les mêmes parcours de vie, voient les mêmes formations, et puis on se retrouve en concurrence pour accéder à tel emploi à un moment donné, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'offres, on est sur des marchés du travail atones. Et il y a des concurrences aussi qui sont de l'ordre plus symbolique, c'est-à-dire que vous savez qu'en France, on a réussi à imposer la thématique du rejet de l'assistanat, c'est-à-dire que bénéficier des aides sociales est devenu quasiment une tare sociale, de laquelle il faut se prémunir. On retrouve notamment chez les chômeurs qui bénéficient spécifiquement de l'État social un fort vote RN, justement, comme un renvoi du stigmate. Et moi, ce que j'observe, c'est que localement, il y a toujours cette idée d'un cas social, d'un assisté, une catégorie dans laquelle il ne faudrait pas tomber. À l'échelle plus globale, le RN capte ça en disant rassurez-vous, même par exemple si notre programme économique marche pas, parce que j'entends aujourd'hui que les débats c'est beaucoup est-ce que le RN est crédible économiquement? Là, je pense qu'on s'adresse à certaines catégories sociales qui peuvent y être sensibles, qui ont de l'argent de côté, qui ont du patrimoine. Peut-être que c'est des arguments qui peuvent les toucher, mais en tout cas en milieu populaire, l'idée du RN c'est plutôt de dire de toute façon on sait que vous avez déjà perdu beaucoup de choses et que vous faites le constat comme nous que la France est en décrépitude, qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. On vous rassure, finalement, on vous dit pas qu'on va tout restituer. Par contre, ce dont vous pouvez être sûr, c'est qu'il y aura toujours plus bas que vous socialement. C'est-à-dire que ces assistés qui sont stigmatisés, etc., on va continuer de les cibler. Et à l'échelle plus globale, et on fait souvent le lien chez les électeurs, même s'ils sont pas directement en prise avec les immigrés, les assistés sont associés aussi à la figure de l'immigration. C'est-à-dire que nous, on a nos assistés qui ne sont pas immigrés, ici au village, mais on les stigmatise de la même manière que ce que doivent être en fait les immigrés dans les grandes villes. Donc ce recyclage, il s'opère très bien et le FN capte ça. Jean-Louis Marie. Vous parlez de stigmatisation, je reprends votre mot, c'est une définition en négatif de cet électorat. Si vous deviez donner une définition en positif, ce qui unit ces électeurs de plus en plus homogènes, je reprends un mot que vous avez employé aussi, qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est une bonne remarque. L'extrême droite, elle a réussi à définir un « eux » pour mobiliser un « nous » qui est beaucoup plus volatile. C'est-à-dire que la volonté du Parti communiste à une époque, c'était de construire un « nous » mobilisateur des ouvriers. Nous, la classe sociale qui doit se mobiliser en tant que telle. Ça a été compliqué, ça a plus ou moins pris à une époque, mais voilà. Mais en tout cas, le FN, RN,
arrive en fait à définir ce eux, à le téléguider. Et le nous, il est beaucoup plus diffus. Notamment pourquoi ? Parce que quand je dis qu'il y a des espaces en France où c'est très polarisé, où on a l'impression que tout le monde vote plus ou moins RN, c'est qu'aussi il y a différentes classes sociales qui se retrouvent à faire ce même constat. Finalement, quand on applique un petit peu une grille de lecture en termes d'espace social, c'est-à-dire que les classes sociales telles qu'on les définit à l'INSEE, on les retrouve pas dans la réalité. C'est les classes sociales sur le papier. Quand on va sur le terrain, les gens, moi je m'intéresse à qui est ami avec qui fréquente qui influence qui sont les petits leaders d'opinion qui vont faire que vous décidez de voter parce que aussi vous avez envie de ressembler à ces gens-là, mais aussi parce que vous les écoutez. Et ben on se rend compte qu'en fait il y a tout un maillage d'affinité et de sociabilité fort, d'appartenance commune entre des petits artisans, des petits patrons et des ouvriers et des employés. Il y a tout ce qu'on appelle en sociologie le pôle économique de l'espace social qui se retrouve dans une forme d'homogénéisation en fait de son point de vue politique et par contraste qui va se définir en contre, notamment dans les grandes villes, les manifestations qu'il y a eu contre l'extrême droite, où on se renforce dans le rangé de l'extrême droite, alors que dans d'autres territoires, au contraire, ce qui se dit, c'est que là, on va peut-être être du côté des vainqueurs. On nous dit que c'est un vote de marginalisation, etc. Et là, peut-être que, notamment des abstentionnistes qui hésitent parfois à voter, vont se dire ça vaut peut-être le coup cette fois-ci de voter, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez, Camille Bordenay ? Je rappelle que vous êtes journaliste au Monde et vous avez beaucoup enquêté sur les ruralités, donc la diversité de ces situations. Ouais, je suis complètement d'accord avec Benoît. Moi, je voudrais revenir sur la vigilance qu'il faut avoir quant à avoir une analyse qui pourrait être trop sommaire de la géographie des votes, puisque tend à s'installer l'idée que le vote RN augmente à mesure que l'on s'éloigne des villes. Alors, la réponse, je trouve, est plus paradoxal. Donc oui, le vote RN est plus important dans le monde rural, mais non, c'est pas parce qu'on vit dans le monde rural qu'on vote plus RN. Il y a une confusion entre ces deux idées et le rapport de causalité est en train de s'installer dans les représentations. Ruralité égale RN. Or, en fait, je pense c'est plutôt un effet, c'est ce que disent les sociologues, les géographes avec qui je travaille, c'est avant tout lié à la composition sociale des territoires. C'est pas rural contre urbain, et derrière cette interprétation seulement géographique qui prend pas en compte la composition sociale, donc c'est l'âge, c'est le niveau de diplôme des personnes qui habitent ces territoires, tend à s'installer dans nos représentations, élection après élection, cette concurrence binaire qui exploite opportunément le RN, qui opposerait une France rurale qui serait nécessairement victime de la mondialisation et abandonnée par l'État à une France urbaine qui serait nécessairement gagnante et privilégiée, avec en creux cette bataille culturelle aussi que capte le RN dans cette rhétorique qui opposerait des urbains qui seraient tous bobos, écolo woke, qui mangeraient tous vegan et se déplaceraient en vélo cargo, contre des ruraux qui tous se déplaceraient en diesel, se chaufferaient au fioul et seraient amateurs de barbecue. C'est une réduction quand même qui est calamiteuse de la réalité territoriale, sociale et électorale, puisque c'est évidemment plus complexe. On a une diversité de mondes ruraux, des mondes ruraux plutôt en déclin, sur lesquels travaille Benoît, des mondes de ruraux attractifs, une diversité de mondes urbains aussi. Et dans les deux cas, on a des bassins de vie qui se portent bien, d'autres mal. Donc voilà, ces oppositions, juste pour finir, sont problématiques parce que même si leur fondement réel est faible, le fait qu'elles soient aussi présentes dans les discours politiques et médiatiques, ça structure les représentations des habitants des territoires et au bout d'un moment, ça a un effet permatif en fait, de prophétie aussi autoréalisatrice, qui cantonnerait les campagnes à un vote RN. Représente la réalité. Mais justement, alors, Benoît Coquart, sur l'abandon des territoires ruraux par l'État, sur la question des services publics, vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Là, je me permets de rebondir sur ce que vient de dire Camille, parce qu'elle a tout à fait raison sur le fait que finalement être d'une manière ou d'une autre touché par une politique publique, par une réforme économique, dépend beaucoup plus de votre condition sociale que votre condition simplement territoriale. Et la condition simplement territoriale, finalement, elle n'existe pas. Je vous invite à aller lire le blog d'Olivier Bouba-Olga, qui explique que le fait
d'être en milieu rural n'influence le vote que d'un point, entre 1 point et 1,5 point. Tout le reste, ce qui fait vraiment que vous votez pour un candidat, c'est votre niveau de diplôme, votre génération, votre niveau de revenu, etc. Des variables lourdes. Mais bon, ce qui se passe, c'est que les gens qui ont peu de diplôme, qui ont des faibles niveaux de revenus, ont tendance à se retrouver dans les mêmes espaces. Et donc, ils vont tendance à voter pour la même manière aussi. Mais voilà, et donc c'est la même chose un petit peu, je rebondis sur votre question, c'est la question des services publics. On se rend compte que de manière générale, les personnes qui sont plutôt dans une précarité, qui appartiennent aux classes populaires, ont eu des difficultés avec la dématérialisation de l'accès aux services publics, notamment aux aides sociales. Je vous invite à lire les travaux de ma collègue Clara Deville là-dessus, qui a travaillé sur le recours au RSA, et qui montre bien en fait qu'il y a tout un système de compétences aujourd'hui qu'il faut avoir pour accéder aux services publics, et qui alimente en fait le sentiment que de toute façon tout est déjà en décrépitude et qu'on peut pas perdre plus parce qu'on n'arrive déjà plus à accéder à ses droits. Et de la même manière en fait, quand on pense service public depuis la ville, moi je suis souvent consulté sur l'idée est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de ligne de TGV que les gens votent RN par exemple. En fait, il faut voir que le maillage de l'emploi et les styles de vie de ces personnes-là, c'est pas d'aller prendre le TGV pour monter sur Paris le matin et redescendre chez eux le soir, ils s'en fichent. En fait, il faut aller bosser soit avec sa camionnette, soit dans la première PME du coin ou l'usine, ou pour notamment ce que je raconte dans mon bouquin, sur les femmes qui sont dans le service à la personne, manger des amandes, comme elle me disait, tout le long sur la route, parce que en fait, on va de petit village en petit village. Il n'y aura jamais des lignes de TGV qui vont remplacer les départementales. Et on me disait, Paris, jamais de la vie, on veut pas habiter en ville et le style de vie urbain ne nous intéresse pas. Donc, ce sentiment finalement d'être qui a été propagé, je pense, par la théorie de la France périphérique, l'idée de se dire qu'on se sent à l'écart de tout. Nous, je reprends les termes utilisés dans ces théories-là, les petits blancs, donc avec un peu une vision racialiste des choses. C'est pas comme ça que c'est vécu. Les personnes qui sont loin des grandes villes ont plutôt une certaine fierté de leur style de vie. Et c'était justement dès les premiers jours du mouvement des Gilets jaunes sur lesquels, quand j'étais sur le péage, on me disait en fait tout est loin, tout est devenu loin, tout est devenu inaccessible. On parle à la fois des services publics et du travail de manière générale, et l'État vient légiférer chez nous sans connaître notre mode de vie. Donc c'est plutôt ça qui a alimenté un ressentiment plutôt que directement une volonté de vouloir les mêmes services publics partout sur le territoire. Et puis ce qu'il faut rajouter là-dessus, c'est que quand on fait la comparaison concrète entre des ouvriers qui habitent dans des quartiers périphériques urbains et des ouvriers qui habitent à la campagne, ils ont les mêmes difficultés d'accès aux services publics, ils ont les mêmes craintes pour la scolarité de leurs enfants, ils ont les mêmes problèmes de précarité de l'emploi. Et moi, je milite en fait pour une sociologie réaliste qui abolit un petit peu la grille de lecture simplement territoriale, qui a une volonté politique qui est claire. Pourquoi elle a été autant promue dans le genre politique, cette espèce de grille de lecture simplement territoriale? C'est parce que ça casse la grille de lecture en termes de classe sociale et qui est la grille explicative de beaucoup d'inégalités. Jean Lémarie. Vous employez un mot intéressant, fierté. Est-ce que vous pourriez donner des exemples de cette fierté telle que vous l'avez vue sur le terrain? C'est-à-dire que quand vous vivez dans des espaces où autour de vous, moi je me suis intéressé notamment aux jeunes qui entrent dans la vie professionnelle, quand il y a peu d'étudiants, quand ceux qui font des études, ils sont amenés à partir et à ne pas revenir après, quand les modèles d'accomplissement autour de vous, c'est une vendeuse en boulangerie, un pompier, un militaire, un artisan qui était ouvrier puis qui a réussi à reprendre la boîte de son patron et puis qu'aujourd'hui il y a 2-3 salariés. Quand ces modèles d'accomplissement-là, ils sont un petit peu à contre-courant par rapport à celui du start-upper surdiplômé qu'on nous vend à l'échelon national, si on veut. Vous avez la capacité, comme disait Bourdieu, à renverser la table des valeurs, c'est-à-dire que ça ne prend pas sur vous le fait qu'on se sent pas plouc, si vous voulez, quand on a un accent du Nord-Est, quand on quitte pas sa campagne du Nord-Est, bien au contraire. C'est plutôt le mode de vie urbain qui est perçu comme une forme d'arnaque. Et il y a même une forme, quand je parlais tout à l'heure du déjà nous, du nous d'abord, c'est-à-dire d'une solidarité à petits rayons, il y a aussi parfois des formes de mentalité un petit peu insulaire qu'on va retrouver comme ça, avec moi j'avais raconté qu'on mettait beaucoup les plaques de B dans les plaques donc de la Haute-Corse, Bastia, dans les départements du Grand Est, parce que il y avait aussi ça, comme on le disait tout à l'heure pour le mouvement des Gilets jaunes, l'idée que on est loin de tout, certes on le sait, mais au moins on entend vivre à notre manière. Et ça, je pense que c'est important de le voir, c'est-à-dire que même les personnes qui vont être des leaders d'opinion politique, comme je vous le parlais tout à l'heure, des petits patrons, des artisans, qui quand eux disent être bien de droite
droite, c'est ce qu'on entend sur le terrain. Aujourd'hui, être bien de droite, c'est voter RN et non plus pour la droite classique de gouvernement. Ils influencent en fait les classes populaires dans leur vote, qui sont quand même encore très massives en France. Et ces personnes-là, ils ont des affinités aussi de style de vie. Ils ont aussi cette même vision du monde, c'est-à-dire qu'ils vont pas contester, ils vont pas faire ressentir un mépris social aux personnes qu'ils influencent. Et ça, c'est important parce que les classes sociales qui portent aujourd'hui une alternative politique, qui sont plutôt les classes à capital culturel qui vont voter à gauche, elles sont regroupées dans les grandes villes ou dans les campagnes attractives. Et donc, en fait, il n'y a pas vraiment ce qu'on pourrait appeler une démocratie par le bas, où autour de soi, on peut avoir de vrais débats politiques. Et du coup, cette fierté aussi, elle va de pair avec un grand conformisme. C'est-à-dire que pour être fier de ce qu'on est, comme on me dit, il faut rentrer dans le moule. Et moi, j'avais des personnes qui se disaient justement bien de droite devant leurs amis, et quand j'allais faire des entretiens individuels avec eux, ils me disaient, tu sais, en fait, j'ai déjà mis un bulletin de gauche dans l'urne, et je m'abstiens souvent, mais si je le dis ici, je vais être taxé d'assister. Et ça, c'est très compliqué, en fait, et c'est comme ça qu'on arrive ou pas à renverser la vapeur, c'est-à-dire que quand le conformisme s'installe à un endroit, c'est très compliqué pour les voix décidantes d'exister, et les initiatives qui peuvent advenir peuvent rebattre les cartes. Et là, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, parce qu'on va de nouveau avoir une sorte de bipartition du champ politique, où aussi le Front populaire, vu d'en bas, est perçu comme une offre qui est plus proche, en fait, de devenir aussi un parti de gouvernement qu'elle ne l'était avant, quoi. Camille Bordenay, votre réaction? Oui, sur la fierté, moi je voudrais rebondir parce que c'est vraiment quelque chose qui est pas assez dit. Moi, la plupart des jeunes qui habitent les campagnes que je rencontre en reportage, c'est vraiment quelque chose qu'on raconte pas assez, qui est positif, qui est en fait cet attachement. Il n'y a pas forcément de tiraillement. Ils se définissent pas, comme le dit Benoît, par défaut de la ville. Il y a au contraire un attachement à leur coin parce que pour plein de raisons, parce que il y a des raisons très charnelles, un attachement au paysage, c'est beau là, on est bien, on est attaché à sa bande de potes, à ses activités qui vont de la pêche à la danse, au foot, à la fanfare. On est attaché au fait aussi d'être débrouillard, et donc on n'a pas nécessairement cette tentation de se définir et de s'arracher pour aller à la ville, comme dit très bien Benoît, c'est une inversion en fait de la table des valeurs. C'est valorisant aussi d'être du coin, d'être un pote sur qui on peut compter, qui dépanne, qui dépanne ses proches, que ce soit sa famille ou ses potes. Donc cette fierté, moi c'est quelque chose vraiment que je vois, enfin que je perçois en reportage aussi. Voilà. Qui contredit aussi ce sentiment d'abandon qui est peut-être plus ressenti enfin en tout cas moi ce que je perçois de manière empirique par la génération des parents. Alors justement là aussi c'est étonnant parce que le mot abandon il est souvent utilisé. Alors il y a des données factuelles, par exemple la question des transports, mais qui n'est pas toujours une question nouvelle en milieu rural. Et puis il y a d'autres questions qui sont des questions travaillées. On a parlé tout à l'heure des maisons France Service, de la manière dont la Poste a évolué, de toutes ces questions-là. Est-ce qu'il y a vraiment un sentiment d'abandon? Est-ce que c'est quelque chose qui relève plus d'une question sociale? Benoît Coquart? Le sentiment d'abandon, il fait souvent office de boîte noire dans l'explication des conduites. C'est-à-dire que quand on ne sait plus quoi mettre, on sort un petit peu la carte sentiment d'abandon, ça doit être ça. Pourquoi ? Parce que en fait, ces populations-là continuent d'être largement pensées depuis la ville. Et c'est-à-dire qu'on se dit, vu qu'objectivement, on a conscience qu'on les a abandonnés en ville, ou en tout cas qu'on s'en préoccupe peu, on se dit qu'ils ont le sentiment d'abandon. Et je pense que Camille, elle a vraiment pointé du doigt plusieurs aspects, notamment la question de la débrouillardise, l'idée que même avec des petits salaires, dans ces espaces-là, on arrivera toujours à accéder à la propriété parce que justement les potes, les amis viendront aider à donner un coup de main pour qu'on devienne propriétaire et finalement pour qu'on ait une certaine stabilité dans la vie. Mais ça aussi, ça va de pair avec l'idée que même s'il y a tout l'état social et toutes les structures publiques qui peuvent en fait tomber en décrépitude, et ben même comme ça, on arrivera toujours à s'en sortir par les petites solidarités. Et ça, c'est évidemment un relais qui est aujourd'hui capté par l'extrême droite, mais il n'y a pas de raison que ça soit pas capté aussi par d'autres partis politiques adressés autrement, quoi. Un mot de conclusion, Camille Bordenay. Et juste pour rebondir là-dessus, je dirais que peut-être le sentiment d'abandon qui est quand même aussi existant, il est lié au recul de l'état social. Mais par contre, ce qui fait contrepoids à ça, c'est cette fierté d'être capable, face au recul
de l'État social, de dire nous on sait faire, on se débrouille pour répondre par nous-mêmes à nos besoins du quotidien. Ce qui n'empêche pas, moi voilà ce que je vois en reportage, c'est un peu un chassé-croisé entre d'un côté on peut pas compter sur l'État qui est loin, tout ça, mais en même temps cette fierté de on peut faire nous-mêmes par nos solidarités locales à petits rayons, voilà. Donc certes ce terme d'abandon est très galvaudé et suremployé depuis Paris, médiatiquement d'ailleurs. Il n'empêche je pense quand même que c'est quelque chose qui existe parce que justement, il faudrait voir l'effet aussi performatif, c'est-à-dire que plus on l'emploie, plus les personnes sur place peuvent se l'approprier. Du coup, et se l'approprier et se représenter comme ça. Mais voilà, je pense qu'il y a ce chassé-croisé là. Voilà. Camille Bordonnet, on vous lit dans le journal Le Monde, Benoît Coquart, ce qui reste, faire sa vie dans des campagnes en déclin, c'est le livre que vous avez publié aux éditions La Découverte. Merci de nous avoir accompagnés.